Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. En fait, nous avons observé une activité présidentielle de plus en plus très intensive, très active sur la scène régionale, notamment sur la scène arabo-africaine. La preuve en est, il y a moins, si je peux dire, d'une semaine, il y avait une visite très essentielle effectuée par le président Abdel Fattah el-Sisi à Djibouti. Aujourd'hui, on trouve que son Excellence, Monsieur le Président, a rencontré João Lourenço, le président de l'Angola. Et hier, c'était une autre activité présidentielle lors de sa réception du président du Conseil présidentiel ou de souveraineté quand même du Soudan. Donc ça nous mène à une question très importante. Le pourquoi. Pourquoi l'Égypte essaye d'intensifier ses efforts et si je peux dire, ces horizons de coopération avec non seulement le monde africain, mais aussi avec le monde arabe. C'est l'une des questions principales qu'on va proposer durant cette édition de Direct. Mais justement, je dois tout d'abord commencer par les actualités. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu il y a presque, si je peux dire, 2 heures, quelque chose comme ça, un appel téléphonique de la part du Premier ministre, du Premier ministre irakien, M. Mohamed Shia al-Soudani. L'appel a porté sur les efforts déployés vis-à-vis du prochain sommet arabe prévu à Bagdad. À cet égard, le président Sisi a souligné la volonté de l'Égypte de garantir le succès de ce sommet. Il a de même exprimé sa confiance dans la capacité de l'Irak à diriger l'action arabe commune au cours de l'année prochaine, en particulier à la lumière de grands défis auxquels la région arabe est confrontée et qui nécessitent un renforcement de la coopération et de la solidarité entre les pays arabes. De son côté, le Premier ministre irakien a salué la confiance de l'Égypte, insistant sur l'engagement de son pays à parvenir à un consensus arabe global autour des questions régionales, au premier rang desquelles figure la cause palestinienne. Bien sûr, en ce qui concerne la cause palestinienne, il y avait une déclaration très importante faite aujourd'hui pendant une déclaration commune lancée par l'Égypte et l'Angola, une déclaration très importante, encore une fois, faite par le président angolais João Lourenço, qui est également le président en exercice de l'Union africaine vis-à-vis de la question palestinienne, vis-à-vis de son soutien en tant que président de l'Union africaine aux efforts de négociation pour arriver à une accalmie, sans soutien bien sûr aux Palestiniens qui traversent aux Palestiniens qui traversent une crise humanitaire tout à fait très grave, et quand même sans soutien apporté par l'Égypte en tant non seulement du président de l'Angola, mais aussi, encore une fois, du président en exercice de l'Union africaine vis-à-vis de ce plan essentiellement égyptien, arabo-islamique visant à reconstruire la bande de Gaza sans déplacer ses habitants hors de leur territoire. Donc, encore une fois, ce matin, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a reçu son homologue angolais, João Lourenço. La visite du président angolais vise à discuter des moyens de renforcer les relations entre les deux pays, d'intensifier la coopération conjointe dans le cadre de l'Union africaine et d'aborder les questions de paix et de sécurité sur le continent africain. La présidence de la République arabe d'Égypte a publié quand même un communiqué conjoint à l'occasion de la visite officielle du président angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço en Égypte. Également, c'est encore une fois le président en exercice de l'Union africaine. Donc tout d'abord, je dois vous proposer ce reportage. Après ça, j'aimerais bien sûr vous donner d'autres détails concernant cette déclaration finale faite par les deux côtés. À l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République d'Angola a effectué une visite officielle de 3 jours en Égypte du 28 au 30 avril.
Cette visite officielle vise à renforcer le partenariat bilatéral et promouvoir la coopération sud-sud. Le président Lourenço était accompagné d'une délégation de haut niveau, comprenant plusieurs ministres et hauts responsables du gouvernement angolais. Au cours de la visite, le président Assisi et son homologue angolais ont tenu des entretiens élargis. Le président Assisi a exprimé ses plus sincères félicitations au gouvernement et au peuple angolais à l'occasion du 50e anniversaire de leur indépendance nationale, qui sera célébré en novembre 2025, ainsi que pour la présidence du président Lourenço à la tête de l'Union africaine. Les deux présidents ont souligné la nécessité de renforcer la coopération économique et ont convenu d'intensifier les efforts conjoints pour promouvoir l'investissement et le commerce. Les deux parties sont convenues d'organiser le prochain cycle de consultations politiques à Luanda avant la fin de l'année, en leur qualité de membres actuels du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Les deux présidents ont échangé leurs points de vue sur les enjeux urgents de paix et de sécurité sur le continent africain. Concernant la situation au Soudan, les deux dirigeants ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise d'un dialogue national inclusif afin de préserver l'unité et la souveraineté du Soudan tout en atténuant la souffrance de son peuple. En ce qui concerne le Soudan du Sud, les deux présidents ont fait part de leurs préoccupations face aux développements récents susceptibles d'aggraver les tensions politiques et sécuritaires. S'agissant de la Somalie, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur soutien à l'unité et à la stabilité du pays. Concernant la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, ils ont renouvelé leur condamnation de toutes les formes de violence qui compromettent la paix et la stabilité. Ils ont également salué la nomination du président Faure Essozimna Guinansbé, président du Togo, en tant que nouveau médiateur dans le processus de paix, et ont réaffirmé le rôle clé de l'Union africaine dans le soutien aux initiatives régionales visant à renforcer la paix et la sécurité. La question de la sécurité de l'eau et de la coopération transfrontalière autour des cours d'eau internationaux a également été abordée. Ils ont exprimé leur profonde inquiétude quant à l'aggravation de la crise humanitaire dans la bande de Gaza et ont réaffirmé la nécessité d'instaurer un cessez-le-feu permanent, de garantir un accès sans entrave à l'aide humanitaire pour le peuple palestinien. Le président Assisi a exprimé son appui à la tenue à Luanda du 7e sommet Union africaine-Union européenne, tandis que le président Juan Manuel Gonçalves Lourenço a exprimé son soutien à la tenue en juillet 2026 en Égypte de la tenue de la 49e session du Conseil exécutif et du 8e sommet de coordination sémestérielle de l'Union africaine. Donc, j'ai actuellement au niveau de l'ATV international son Excellence, l'ambassadeur égyptien, M. Medhat El-Mlighi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu sur l'ATV international. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et permettez-moi de vous poser cette question. On trouve qu'il y a de plus en plus une activité présidentielle, notamment sur la scène africaine. Il y a moins d'une semaine, une visite officielle faite par Monsieur le Président à Djibouti. Hier, c'était une rencontre avec le président du Conseil de souveraineté soudanais. Et aujourd'hui, c'est la rencontre officielle avec le président angolais, Monsieur João Lourenço, qui est également le président en exercice de l'Union africaine. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous lisez ces activités, ces efforts très intensifs déployés de la part du président sur la scène africaine dans ce temps précisément? Alors, moi, je trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi, depuis son accès au pouvoir en 2013, il a mis comme une priorité majeure les relations, de rétablir les relations étroites et fortes avec les pays africains. Cela a été caractérisé à travers plusieurs visites sur le continent et recevoir les leaders des pays africains en Égypte. Certainement, chacune des visites que vous venez de citer a sa propre spécificité. Je veux dire que, par exemple, en ce qui concerne la visite présidentielle à Djibouti, cela a pour but d'établir une sécurité dans la région de la mer Rouge, notamment que le Djibouti est un pays qui donne sur l'entrée de la mer Rouge
sa présence sur Bab el-Mandab, qui est l'entrée de l'extrême sud de la mer Rouge, qui représente une porte très importante pour le canal de Suez. Certainement, les relations bilatérales étaient aussi le centre des discussions présidentielles, mais je veux dire qu'il y a ici un mouvement très important afin de sécuriser les voies maritimes de la mer Rouge. Alors là, il y a un axe très important, stratégique pour l'Égypte, c'est de sécuriser la mer Rouge et encore une fois, reprendre le principe égyptien que seuls les pays riverains ont le droit à parler de la mer Rouge et à discuter comment la sécuriser, ne laissant aucun autre pays s'infiltrer dans ce système. Ça, c'est d'un côté. Si on voit aujourd'hui la visite du président angolais, qui vient pour la première fois, je pense, en Égypte depuis un grand moment, des visites présidentielles de ce niveau de la part d'Angola, je veux dire que certainement être le président en exercice de l'Union africaine a un poids et toujours les différents chefs d'État des pays en exercice sur le continent font des visites aux pays les plus importants du continent et c'est pour ça que viennent les visites d'Égypte. Oui, monsieur l'ambassadeur, avant de vous donner plus d'espace pour nous expliquer les différentes dimensions de ces activités présidentielles au niveau africain, mais permettez-moi, j'aimerais vous poser ce témoignage que j'ai vu ou que j'ai eu quand même pendant la visite du président à Djibouti. En fait, j'ai trouvé que la popularité de l'Égypte et de son président, Abdel Fattah el-Sisi, a été très élargie. Une extension de cette popularité au niveau du continent africain après les différentes positions très fermes, les différentes lignes rouges tracées par l'Égypte et par son leadership en ce qui concerne notamment la cause palestinienne, en ce qui concerne la reconstruction de la bande de Gaza, en ce qui concerne le rejet de l'Égypte vis-à-vis de tout plan américain, israélien ou autre plan visant à déporter les Palestiniens hors de leur territoire. Comment vous trouvez l'Égypte qui a essayé actuellement non seulement d'investir sa bonne relation avec les autres pays africains qui ont eu ce support, ce soutien de la part de l'Égypte lors de leur indépendance. Et aujourd'hui, on essaie de construire non seulement sur ces bonnes relations, mais aussi sur les bonnes et justes positions égyptiennes vis-à-vis de différentes questions qui touchent le monde arabe et le monde africain. Alors effectivement, comme vous venez de le citer maintenant, les aides qu'a fournies l'Égypte pour tous les pays africains pour obtenir leur indépendance est la base solide sur laquelle on se base aujourd'hui pour construire davantage des relations étroites sur le continent africain, notamment après la présidence du président Moubarak, qui lui, à un certain moment, a négligé les relations africaines ou les relations égyptiennes avec les pays africains. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi, dès son pouvoir, comme je l'ai dit dans ma première intervention, a mis comme une préoccupation et comme un mouvement stratégique de reprendre les relations telles qu'elles doivent l'être avec les pays africains. Alors, on se base sur déjà notre histoire avec les pays africains, notamment que l'Égypte est toujours connue pour utiliser le charme du mot gagnant-gagnant. Toujours nos relations, notamment économiques avec les pays africains, sont basées sur cette base. Alors, d'habitude, les pays qui fréquentent l'Afrique ou qui essayent de travailler économiquement avec l'Afrique tiennent à avoir le maximum de gains avec ces pays et les considèrent comme seulement une boîte à matière première
pour les usines et pour les industries occidentales notamment. En ce qui concerne l'Égypte, c'est une question qui est totalement différente. On se base sur une ligne de proximité, on se base sur la ligne comme je viens de dire, gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Bien-être Oui, oui. le bien-être des pays africains aussi bien que le bien-être de l'Égypte. Oui. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de saisir cette opportunité d'être avec nous parce que vous êtes un homme d'expérience politique et de longue histoire, dans le domaine politique bien sûr, et diplomatique. Monsieur l'ambassadeur, hier, ou quand même dans le passé, l'Égypte était un partenaire fiable de la part des Africains dans leur lutte pour l'indépendance. Aujourd'hui, on trouve qu'il y a de plus en plus une mainmise lancée par les Américains, par les Israéliens, non seulement en ce qui concerne la question palestinienne ou la bande de Gaza ou le fait de rendre à l'américaine Gaza en tant qu'une riviera de la Méditerranée, mais on a entendu parler d'autres déclarations faites par Donald Trump en ce qui concerne le canal de Suez, par exemple. À quel point vous trouvez que c'est aujourd'hui, à travers la présence de M. João González, le président en exercice de l'Union africaine, on essaye de dire qu'il est maintenant le temps d'activer la coopération sud-sud, d'activer la lutte commune de la part des pays émergents, de la part des pays en développement, de la part des pays qui luttent contre, entre deux guillemets, le hors-la-loi, c'est-à-dire les pays qui représentent la hors-la-loi. Parce que, une fois de plus, on trouve qu'il y a de plus en plus des infractions, des violations du droit international. Est-ce que nous pouvons vraiment poser une telle équation ou une telle question dans ce temps? Alors moi je trouve que il est bien de ne pas donner une réponse officielle ou une réplique officielle sur la suggestion de M. Trump, que je trouve premièrement absurde, honnêtement, parce que si M. Trump cherche vraiment à établir la paix et à minimiser les dépenses américaines sur l'armement pour combattre les Houthis, tel qu'il le dit, alors je pense que ça sera beaucoup plus efficace si M. Trump, premièrement, essaye de parler à Israël pour arrêter ces massacres et ces crimes de guerre, pas en lui donnant plus d'armes et en s'impliquant en tant que les États-Unis dans cette guerre en attaquant les Houthis et le Yémen, qui son seul but c'est de arrêter les navires qui se rendent à Israël pour ne pas aider le gouvernement d'extrême droite israélien pour continuer sa violence contre le peuple palestinien. D'autre côté, ce passage maritime n'est pas un passage naturel, c'est un passage qui a été bâti par les mains des Égyptiens et que les Égyptiens ont le droit à obtenir le coût de leur sacrifice pour bâtir ce canal de Suez. Et je pense que ce que dit M. Trump, vraiment, il manque beaucoup de logique et beaucoup de raison d'être. Sans compter que c'est une violation contre le droit international de donner un certain privilège à un certain pays et priver d'autres pays ou les autres pays de ce même privilège. Ce qui va rendre utiliser les navires américains, si certainement on pense à faire cela, mais cela va donner un privilège aux navires américains que leurs produits et pas produits disons, mais leurs marchandises sera beaucoup moins chère et du coup elle sera beaucoup plus compétente que les autres navires étant donné qu'on a éliminé les frais d'utiliser le canal de Suez. Alors je trouve que cette théorie est vraiment une théorie, comme je l'ai dit, absurde. Je ne veux pas la qualifier d'un autre mot parce qu'après tout, c'est le président des États-Unis avec qui on doit parler en tel. Mais en fin de compte, les masques tombent et les gens ou les États quand même qui visent à sucer le sang des autres nations, bien sûr, sont de plus en plus
très clair au monde entier. J'aimerais de prendre une toute petite pause et j'aimerais quand même d'être toujours en ligne avec nous parce qu'on va poursuivre notre discussion.